Maître Nadia Aïdzaï, bonjour. Bonjour Sohila, merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là. Alors, lutte contre la violence à l'égard des femmes, féminicide, égalité hommes-femmes, le chemin est long, même très long, Maître Aïdzaï. Oh oui, parce que l'égalité, ça se construit. C'est vrai que c'est déclaré, c'est mis et c'est garanti dans la Constitution, c'est même déclaré expressément, mais cette égalité se construit par des politiques publiques, par des actions. Pas pour qu'elle devienne effective, il faut effectivement qu'il y ait des actions pour pouvoir la rendre effective. Alors comment la rendre effective, puisqu'on parle d'égalité? On a l'égalité dans les relations familiales, on a l'égalité dans l'espace public, dans le travail, et nous avons tout un arsenal juridique sur cette question-là. Si on prend le Code du travail, l'égalité est là, c'est ce qui construit les relations entre les travailleurs et l'employeur, et donc l'employeur est obligé de suivre et de respecter ces règles-là, l'égalité salariale, l'égalité dans la promotion, dans le recrutement, pas de discrimination. Quand on parle d'égalité, il ne faut pas qu'il y ait de la discrimination. Et ce sont des valeurs qui sont expressément donc consacrées par notre Constitution. Et cette non-discrimination, on est allé même jusqu'à la définir et l'incriminer dans le Code pénal. C'est important. Donc on a des valeurs qui sont là, qu'il faut construire, qu'il faut rendre effectives pour pouvoir être dans une société où les rapports doivent être égalitaires. Maintenant, cette égalité peut être mise à mal. Comment va-t-elle être mise à mal? Eh bien, par cette discrimination qui va être exercée dans la sphère privée, dans la sphère publique. Elle va être mise à mal par la violence, parce que la violence, comment je vais vous dire, la violence est quelque chose qui va empêcher de construire cette égalité. La violence qu'on va exercer contre une femme, ce sont des rapports de soumission. La femme va être soumise, la femme va être obligée de céder et de ne pas être dans une relation égalitaire avec l'homme quand il la battra ou la tuera, comme on le voit dans les affaires qui sont aujourd'hui données par les journaux, ces féminicides, ces cas de féminicide des femmes qui sont tuées. Alors, l'égalité pour l'accès aux postes de responsabilité est consacrée dans la Constitution, la nouvelle Constitution, pour l'accès bien sûr aux postes de responsabilité. Mais comment la rendre aujourd'hui effective de façon concrète, Maître Aïdzaï? Il faut impérativement légiférer. Absolument, vous savez, absolument. En 2012, lorsque il y a eu révision de la Constitution, il y a eu 2 articles qui ont été introduits. L'article 36 bis et ter. L'article 36 permettait de renforcer la présence des femmes en politique dans les instances élues, locales, nationales. Et le 2e article, c'est effectivement cette parité sur le marché du travail, mais sachant que la parité est un long chemin à parcourir, parce qu'il faut passer par l'égalité pour arriver à la parité. Une fois que l'égalité est devenue effective, on peut penser à la parité pour qu'il y ait moitié-moitié de femmes ou hommes dans les instances ou politiques ou professionnelles. Donc l'article dans cette Constitution de 2012, et ces 2 articles ont été repris dans la nouvelle Constitution. Donc elle laisse une porte ouverte à des mécanismes à mettre en place pour renforcer la présence des femmes dans les postes de responsabilité et particulièrement donc dans les postes de décision dans les entreprises et administrations. Il faut une loi. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir dans ces lois aujourd'hui? L'aspect relatif pour assurer justement cette égalité et atteindre la parité.
Alors, et avoir bien sûr des femmes à la tête des grandes entités économiques, comme par exemple Sonelgaz, Sonatrach, Algérie Télécom, on peut citer plusieurs. Hein, il faut le quota. C'est le quota. Il faut passer par le quota, impérativement. Il faut passer par le quota. Maintenant, si le terme quota gêne, il faut parler de mesures temporaires. La CEDAW, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination que nous avons ratifiée en 1996, oblige nos États à mettre en place des mesures temporaires pour construire l'égalité. En politique, en civil, dans le travail, dans tous les domaines où la femme est présente. Donc ces mesures temporaires vont permettre à notre État de construire l'égalité inscrite dans la Constitution. Parce que ces mesures temporaires, ce sont des outils que nous donne la CEDAW pour construire l'égalité. L'égalité est virtuelle dans notre Constitution. Si on ne la construit pas, elle restera d'être morte. Donc, comment la construit-on? Par des politiques publiques et par la révision des lois, ou par un complément des lois. Puisque nous avons ces deux articles qui sont dans la Constitution aujourd'hui, il faut qu'il y ait une loi prévoyant un quota dans les postes de décision, dans les entreprises, les multinationales le font. Les multinationales, ils introduisent des femmes dans le conseil d'administration et autres, et ceci peut se faire chez nous. Ça s'est fait. Il faut de la volonté politique aussi. Quand il y a de la volonté politique suivie d'une loi, tout peut se réaliser. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec les mentalités actuelles, il y a encore de la résistance pour atteindre cet objectif qui est l'égalité, pour aller bien sûr vers la parité qui veut dire, c'est-à-dire égalité dans la répartition des postes de responsabilité entre hommes et femmes, puisque vous avez engagé récemment une enquête, et ce n'est pas encore facile. Alors, nous sommes face à deux résistances. Il y a la résistance qui vient des citoyens qui ont une vue sur l'égalité et qui ont un avis sur l'égalité qui n'est peut-être pas celui aussi bien de nos responsables que des militants du mouvement associatif. Effectivement, lorsque nous avons fait ce sondage, on s'est rendu compte, alors le sondage sur le degré d'adhésion aux valeurs égalitaires donc des hommes et des femmes en Algérie et des adolescents, on se rend compte que les comportements ont régressé. On se rend compte que nous n'avons pas assez fait comme action, comme politique publique pour que les citoyens puissent intérioriser la notion d'égalité en droit comme étant quelque chose qui les favoriserait que plutôt comme quelque chose qui les nuirait. Parce que lorsque vous posez la question, par exemple, aux citoyens sur le travail des femmes, alors que nous savons que le travail des femmes est un droit dans la Constitution, eh bien, ce qui était pour nous quelque chose de naturel, aujourd'hui, on nous parle d'un travail, oui, pour la femme, mais il doit être conditionné. Ça n'est pas normal. Et les femmes elles-mêmes le disent. C'est là où la question est à poser. Pourquoi en sommes-nous arrivés là, alors qu'en 2005, le législateur a tenté de protéger le droit au travail de la femme en l'introduisant comme une clause dans le contrat de mariage. La femme peut protéger son travail, son droit au travail, si le mari lui interdisait ou lui interdirait de travailler. Et ce qui a fait qu'on a supprimé le devoir d'obéissance et la notion de chef de famille. Parce que tout est dans la soumission, le devoir d'obéissance, et la femme était obligée donc d'obéir à son mari. La suppression de l'article 39, ça ne veut pas dire que ce devoir d'obéissance a disparu, il existe encore. Et c'est sur ça que, effectivement, on a eu des réponses assez surprenante par rapport à certains droits de la femme. Alors vous dites c'est conditionné, c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui un engouement pour certains secteurs d'activité et pas d'autres, mais vous parlez un peu des mentalités qui ont régressé. C'est dû à la famille, la société, l'école ou les réseaux sociaux?
est-ce qu'il y a aujourd'hui, l'enquête a-t-elle révélé les raisons? Non, c'est une enquête de tendance. Là, quand on pose des questions, après, c'est une analyse qu'il faut faire. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui? Oui, moi Quelle je analyse pense en faites-vous? Absolument. Alors bon, il y a des sociologues, les juristes peuvent faire, ou des anthropologues peuvent faire des analyses, mais moi, en tant que juriste, je peux dire que les lois, en tout cas en faveur des femmes, ne sont pas assez connues, ne sont pas assez comprises ou sont mal comprises. Quand vous prenez les amendements du Code de la famille, les hommes pensent que l'on a donné plus de droits aux femmes. Quand vous posez la question aux hommes, ils vous disent sur la place des femmes ou son rôle dans la société ou dans le travail ou ailleurs, ils vous disent elles nous prennent, les femmes nous prennent notre place. Or, on sait très bien que lorsqu'on travaille, c'est selon le diplôme, la compétence et tout ce que peut donc apporter la femme comme différence par rapport à l'homme. Et elles sont majoritaires dans certains secteurs d'activité, Absolument. l'éducation, la santé et également le journalisme, et aussi au niveau, par exemple, des résultats obtenus au baccalauréat ou au niveau de l'université. Aujourd'hui, il y a un autre phénomène auquel nous assistons, c'est cette violence qui peut, ma foi, malheureusement, mener à du féminicide, c'est-à-dire l'assassinat des femmes, et ça peut se produire à n'importe quel endroit, que ce soit dans la rue, au milieu familial ou au niveau, par exemple, des entreprises. Vous avez appelé à plusieurs reprises à une protection effective de la femme. Qu'est-ce que vous entendez par protection effective de la femme? Dès qu'il y a alerte, il faut absolument intervenir. C'est comme pour quelqu'un qui a une crise cardiaque, c'est dans les 4 ou 6 minutes premières qu'on peut sauver sa vie. Absolument. Le phénomène est en train de progresser, d'évoluer, et les chiffres qui nous sont donnés sont effarants, mais aussi la manière dont ces féminicides sont entrepris sont vraiment violents et inimaginable comme outil utilisé pour tuer ces femmes. Et on sait que le féminicide est un meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Parce que c'est son statut qui fait qu'on va la tuer. C'est généralement un proche qui le commet. C'est soit son partenaire, soit son mari, soit son ex. En tout cas, c'est un proche, et parce qu'il aura perdu le contrôle sur elle. Parce qu'elle lui aura pas obéi, parce qu'elle n'aura pas fait les choses comme il l'a demandé. C'est vrai que dans le code pénal, nous avons catégorisé les crimes et meurtres que nous avons, l'infanticide, l'homicide, le parricide, mais aujourd'hui, je crois qu'il faut aller à incriminer le féminicide comme l'ont fait certains pays dans leur législation. Il faudra effectivement dégager les conditions et dire que c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Parce que on le fait, parce qu'elle est une femme, et il ne faut pas l'oublier, alors qu'elle est une citoyenne. Alors, on a criminalisé la lutte contre la spéculation. 30 ans d'emprisonnement, il faut faire la même chose pour le féminicide. Perpétuité, oui, comme on l'a fait ou peine de mort. Comme on l'a fait pour les enlèvements d'enfants ou autres, oui, il faut sévir sévèrement parce que la sanction est dissuasive. Moi, je suis pour, mais en même temps, il faut mettre en place les mécanismes de protection des victimes, des femmes. Il faut mettre en place des mécanismes d'éloignement du mari. Comme vous l'avez dit, il faut intervenir très rapidement dès que la femme signale, ou dès que les voisins signalent, ou dès que dans la rue, quelqu'un appelle la police. Il faut que l'intervention soit rapide. Vous avez parlé, maître Nadia Aïdze, dans la première partie de l'invité de la rédaction, de la nécessité de mettre des mécanismes de protection de la femme pour éviter que le pire n'arrive, puisque depuis le début de l'année, depuis janvier dernier, 37 femmes ont été tuées et victimes de féminicide. Il faut, pour ces mécanismes de protection, nécessairement mettre en place, bien sûr, des numéros verts, des foyers d'accueil transitoires pour les femmes, le temps, bien sûr, de trouver des solutions. Oui, absolument. D'abord, ce qui a toujours été demandé, et je pense qu'il y est en étude, c'est qu'il y ait un guichet unique d'accueil des femmes. Victimes de violence. Victimes de violence, absolument, de violence physique ou sexuelle ou viol. Que veut dire le guichet unique? C'est un espace
qu'il soit auprès de l'hôpital, qu'il soit mis auprès du commissariat, ça veut dire que lorsque cette femme est victime de violence, elle se déplacera chez le médecin légiste, à la police, le procureur, l'accueil, le service d'accueil, c'est-à-dire l'espace d'urgence d'accueil, s'il faut l'éloigner du domicile conjugal pour ensuite la mettre dans un centre d'accueil. Alors, ce qui nous manque effectivement, c'est toute cette trame, toute cette coordination des services qui existent, que la femme va visiter lorsqu'elle est victime de violence, mais dont elle mettra beaucoup de temps pour arriver au bout de sa procédure, au bout de ses démarches, jusqu'au tribunal, jusqu'à la condamnation. Et parfois, elle s'arrête en cours de route parce que elle est dissuadée, elle ne peut plus continuer, elle ne sait plus comment faire, elle sait pas comment avoir un avocat gratuit, elle ne sait pas vers qui se tourner. Lorsqu'elles viennent nous voir, nous pouvons les suivre, nous les accompagnons, mais beaucoup sont dissuadés par les différents services qu'elles vont voir, où il n'y a pas de coordination et où il n'y a pas de suivi de son dossier. Alors que s'il y avait un guichet unique, ces femmes qui viennent pour déposer plainte seront prises en charge, je vais vous dire, jusqu'à leur placement et réinsertion dans la société. Vraiment, lorsque le danger est grave. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes vont finir dans un centre d'accueil ou toutes les femmes vont aller dans ce refuge ou dans ce centre d'accueil d'urgence. Parce qu'elles peuvent revenir à la maison, mais alors là, il faudra mettre en place des mécanismes de protection qui sont, par exemple, les ordonnances d'éloignement de l'époux. On peut l'éloigner, l'époux, le frère ou autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en place. Je sais qu'il y a des résistances à cela, parce qu'on nous dit, mais comment mettre l'époux dehors? Mais l'époux, je le dis encore et je le redis, il peut aller dormir au hammam. Mais la femme ne peut pas finir avec ses enfants devant le commissariat et dormir devant le commissariat parce qu'il n'y a pas de refuge. Et parfois dans la rue. Mais qui doit prendre en charge, Maître Aïdzaï, ces guichets uniques, l'État ou les associations caritatives? Parce qu'on a vu quand même, avec la multiplication d'actions des associations caritatives, parfois, elles sont défaillantes. Il faut dire les choses comme elles le sont. Non, pas du tout. Les associations, ce n'est pas de leur rôle, ce n'est pas de leur attribution. C'est l'État, et l'association peut être membre dans ce guichet unique. Elle peut être présente, elle doit être présente dans ce guichet unique parce que l'association ou le militant de l'association, après formation, peut informer la victime des démarches à entreprendre. Et c'est ça qui est important. La présence des associations dans ce guichet-là est importante, je le redis encore une fois, parce que ça protégera davantage la femme et ça la rassurera dans les démarches qu'elle entreprendra. Les associations doivent être présentes dans ce guichet. Mais quand on dit aujourd'hui la nécessité de renforcer le dispositif législatif, bien sûr, protégeant la femme en tout lieu et en tout endroit, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui revoir certaines dispositions qui ont été par le passé également décriées par les associations de femmes, comme par exemple le Code de la famille, qui, pour certaines, n'assure pas la protection totale des femmes? Écoutez, moi je vais vous dire que le Code de la famille, oui, il est la source de la discrimination à l'égard des femmes. Il est même parfois et souvent la source des violences. C'est un débat qui est toujours d'actualité. Il est d'actualité parce plus que jamais aujourd'hui. Je vais vous dire, parce que malgré les amendements du Code de la famille qui ont introduit l'égalité dans les rapports entre époux, qui ont supprimé, encore une fois, je vous le dis, taha, le devoir d'obéissance a été supprimé. Eh bien, ça n'a pas eu beaucoup d'effet dans la société. Les gens ne connaissent pas ces modifications. Et vous disent comment? Je ne suis plus chef de famille, la femme ne m'obéit plus.
alors que le Code est venu pour rectifier cette discrimination, cette inégalité, mais il faut continuer encore à modifier le Code dans le sens de l'égalité. Reconstruire, le déconstruire et le reconstruire sur les notions que sont la justice et l'égalité. Ça a commencé en 2005, il faut qu'on reprenne. D'ailleurs, d'autres pays musulmans sont en train de reprendre leurs modifications, donc leurs lois familiales. Je pense qu'il est temps pour nous aussi de revenir et de rééquilibrer les rapports entre femmes et hommes dans la famille, la femme par rapport à ses enfants, à la tutelle. On a la garde des enfants. Voilà, on la a ratifié des enfants en cas de divorce. Absolument, on a ratifié la Convention sur les droits de l'enfant. La ratification suppose qu'on doit modifier notre législation. Le code de la famille doit changer. La femme, tout autant que l'homme, ont les mêmes droits sur l'enfant. Ça a été introduit dans le code de la famille en 2005. Mais l'égalité est consacrée jusqu'au bout. L'égalité est consacrée par la Constitution qui est le texte Absolument. suprême. Il faut qu'il y ait partage de responsabilité dans l'éducation des enfants. C'est inscrit, mais pas dans la tutelle. Pas dans l'exercice de la tutelle. La femme perd la garde lorsqu'elle se remarie. Quand elle est divorcée, elle se remarie, elle perd la garde. Et là, il y a un travail au niveau de la jurisprudence qui est en train de dire non, ce n'est pas un droit absolu que de dire on perd la garde lorsque la mère se remarie. Il faut prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et la garde peut être donc attribuée à la mère qui se remarie selon le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il y a encore beaucoup de modifications à faire dans le code de la famille pour rééquilibrer les rapports entre hommes et femmes parce que la violence est dans cette soumission, elle est dans cette hiérarchisation des sexes, elle est dans cette autorité que pense avoir l'homme sur la femme. Et donc il l'exerce et quand il perd cette autorité, parce qu'il a été éduqué comme cela, dans sa famille, dans la rue, les rapports sont encore des rapports de domination. Et donc ces rapports-là font que la femme est victime de violence en modifiant le code de la famille. Mais la modification n'est pas suffisante. Il faut qu'elle soit accompagnée de sensibilisation, d'information, de vulgarisation. Il faut que les Algériens aillent et achètent le code de la famille et voient déjà quelles sont les modifications qui ont été faites en 2005 et eux-mêmes pourront encore demander des modifications pour qu'il y ait plus d'égalité dans les rapports entre hommes et femmes. Mais quand vous parlez de jurisprudence, ça reste bien sûr à l'appréciation des juges, alors que les lois doivent être explicites et non implicites. C'est des débats qui sont d'actualité dans les pays, même les plus développés. Oui. Il faut s'inscrire aujourd'hui dans cette dynamique puisqu'on en parle. Même dans les pays les plus développés. Absolument. À l'occasion justement de la journée d'il y a 2 jours de lutte contre la violence, et on a vu, c'est des débats qui sont engagés au plus haut niveau à travers le monde. Oui, absolument. Puisqu'elle existe cette violence. Aujourd'hui, nous, on a un principe, notre loi est générale et impersonnelle. De par le monde et parce que nous ratifions et nous sommes partis aux conventions internationales, il y en a quelques-unes qui demandent à ce que les spécificités soient introduites dans les codes. On l'a fait lorsque dans la Constitution on a parlé de violence et de protection des femmes contre les violences dans les 3 sphères publiques. Introduire le mot femme, c'est déjà aller vers la reconnaissance du genre comme outil de construction des rapports égalitaires dans notre législation et dans notre société. Lorsque vous voyez que le Code pénal lui-même a introduit la notion de victime, d'épouse, ce qui n'était pas commun et admis dans notre législation depuis 1962. Aujourd'hui, on parle de victime, on parle de femme. Ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer à construire. Et lorsqu'on parlera de femmes
femmes, de victimes, d'épouses ou de citoyennes, et puisque la Constitution parle d'égalité, de non-discrimination, il faut que dans les politiques publiques, au Parlement, on soit formé à la question du genre, à la question de l'égalité entre hommes et femmes, bien sûr, en droit. C'est la question essentielle de notre existence et même de notre rôle en tant que citoyenne dans ce pays. Alors, Maître Aïdzel, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Dès qu'on parle par exemple de droits des femmes, on parle d'égalité, on parle de parité, on parle de la suppression du droit à la soumission, on fait référence automatiquement à la religion, à l'islam. L'islam, il faut le dire, qui a consacré le droit à la vie aux femmes qui étaient tuées à la naissance et qui a aussi institué le respect des femmes. Pourquoi cet amalgame est entretenu entre ce qui est droit et religion ? Parce que la source du code de la famille, c'est le droit musulman. Les us et les traditions. C'est le fiqh, c'est le droit musulman, nous sommes de rite malékite. Il y a une école juridique qui a été mise en place par l'imam Malek et qui a élaboré un droit de la famille sur lequel donc nous nous basons. Mais on ne dit pas tuer vos femmes et violenter vos femmes. Absolument, pas dans le droit musulman. Je pense que les personnes qui essaient de justifier la violence à l'égard des femmes font référence au verset du Coran qui dit lorsque vos femmes vous désobéissent, frappez-les, mais frappez-les avec un cure-dent. Voilà ce que dit le verset du Coran. Les hommes sont supérieurs aux femmes et si elles vous désobéissent, il faut les frapper. Bon, et là, tout est question d'interprétation. Parce que lorsqu'on dit les hommes sont supérieurs aux femmes, certains vous disent non, c'est sur le plan économique, c'est l'homme qui entretient et donc en entretenant, la femme est obligée d'obéir, elle est soumise, elle est sous sa soumission. Mais ce verset du Coran n'est pas une source directe de droit. Le droit, je vous dis, le code de la famille tire sa source d'un droit qui a été élaboré par l'école malékite et donc susceptible d'être modifié parce que ça demeure du droit positif. Et d'ailleurs, ça a été mis, absolument, c'est l'interprétation. Aujourd'hui, ce verset du Coran ne peut pas être une source directe. Il prévoit une conduite et c'est dommage que cette conduite soit intériorisée par la majorité des hommes comme étant la femme me désobéit, donc je la frappe même avec un cure-dent. Et d'ailleurs, à un moment donné, au Parlement, lorsque on a voté la loi modifiant le code pénal criminalisant la violence à l'égard des femmes, le débat s'est installé sur cette manière de dire non, la violence est permise, mais elle est légère, il faut la laisser perdurer. Parce que elle a une source religieuse. Mais vous avez aussi dans le Coran, par exemple, des parents qui sont protégés, la mère et le père, par la religion, et vous avez certains qui maltraitent leurs parents, et la loi protège aussi les parents et aussi les personnes vulnérables, comme par exemple les enfants. Maintenant, quand on parle un peu du poids de la société, qui aujourd'hui fait en sorte que parfois les femmes ne vont pas jusqu'au bout, par exemple, de leur plainte et se rétractent. Et c'est là où le pire pourrait peut-être arriver parce qu'il y a eu cette défiance. Pendant cette période de transition, est-ce qu'il faut accompagner ces femmes par une assistance juridique impérativement pour éviter, bien sûr, que le pire n'arrive? Des fois, il y a des médiateurs, c'est les parents, mais ils n'arrivent pas quand même à raisonner les deux. Absolument, c'est pour ça que je vous dis le guichet unique est important parce qu'il va rassurer, il va protéger les femmes et la présence d'une association dans ce guichet unique va permettre à la victime de pouvoir aller jusqu'au bout de ses démarches, ne pas abandonner. Le droit de dénonciation anonyme?
Ah oui, oui, absolument, absolument. On le fait pour les affaires de corruption, absolument, on peut le faire pour, absolument. Par exemple, les violences à l'égard des femmes, des les voisins qui entendent la femme hurler à 10 heures du soir, ou les enfants doivent appeler la police. Donc, je vous disais que effectivement, il y a ce guichet unique, il y a cet accompagnement des victimes, elles doivent aller jusqu'au bout, la loi est là, nous sommes une république, on a un droit, notre droit est positif, il protège les femmes, et les femmes doivent faire confiance à cette législation et aux institutions judiciaires. Lorsqu'elles se présentent d'ailleurs devant le juge doit, et il le fait d'ailleurs, doit s'assurer que le pardon que la femme va donner n'a pas été fait sous contrainte, n'a pas été donné sous contrainte. Parce que vous venez de le dire, les parents peuvent contraindre la femme à pardonner. La famille va la mettre dans une position qui est celle de lui dire: tu as ta famille, tu as tes enfants, ne brise pas le lien familial, ne brise pas la famille, reviens à la maison. Mais souvent, le fait de pardonner et de revenir aboutit à un féminicide, et nous l'avons vu. Et c'est là où on doit être vigilant dans la prise en charge, parce que même les psychologues doivent être dans ce guichet unique pour pouvoir apprécier ce cas, cette affaire, et le danger qui peut arriver à la femme si éventuellement elle vient de saisir pour dénoncer cette violence ou pour déposer plainte. Alors, il faut créer des services spécifiques aux femmes, par exemple, victimes de violences. Il faut former le personnel en charge de cette question au niveau, par exemple, des commissariats, des postes de police, au niveau aussi des hôpitaux, par exemple, au niveau de la médecine légale, et aussi des sociologues ou des psychologues qui doivent accompagner aussi ces femmes victimes de violences. Il faut former impérativement. Vous savez, Sourila, on ne part pas de rien. On parle des violences à l'égard des femmes depuis 90. Et depuis 90, par exemple, le ministère de la Santé a énormément fait sur cette question. Il a formé son personnel médical, il a formé tous les intervenants qui accueillent les femmes victimes de violences. Il a même été celui qui a déclaré que la violence était une affaire de santé publique. Ça coûte cher à l'État. Ça coûte cher à l'État, une violence à l'égard des femmes. Lorsqu'elle va à l'hôpital, eh bien, l'État dépense de l'argent pour la soigner. Ce n'est pas le mari qui la soigne, c'est l'État. Donc ça coûte cher. Ensuite, après le ministère de la Santé, on a eu une ministère déléguée à la condition féminine qui a mis en place une stratégie nationale de lutte contre les violences. Elle a mis en place un protocole de sensibilisation, de communication. Le ministère délégué à la condition féminine a fait une enquête de prévalence. Une femme sur 10 disait être victime de violence. Nous, dans notre sondage, nous avons 900 000 femmes, donc 6% de femmes, qui nous disent « Nous avons été victimes de violence de janvier à aujourd'hui, de janvier 2022 à novembre 2022. » 900 000 femmes. Et ces 900 000 femmes n'ont pas déposé plainte. Quand vous prenez les chiffres de la police, elles sont 4 627 femmes à avoir déposé plainte, et on nous dit il y a eu diminution de la violence. Non, il y a eu diminution des dépôts de plainte. Et il faut se poser la question pourquoi. Donc, enquête de prévalence qu'il faudra refaire. Et il y a eu la modification du code pénal, mais depuis, il n'y a plus rien. Depuis 3 ans, il n'y a rien. Et nous sommes en attente soit de la reconduction de la stratégie nationale de lutte contre les violences de 2008, qui a encore des choses dans son contenu qui doivent être mis en place. Et il faut continuer ce protocole de protection par le guichet unique, par une base de données unifiée pour pouvoir savoir combien de femmes victimes de violences nous avons, parce que nous avons les chiffres de la police, de la gendarmerie, des médecins légistes, et tous ces intervenants ont été formés à la réception et à la prise en charge des femmes victimes de violences. Et c'est vous dire que on ne part pas de rien.
un mécanisme a commencé de protection, il faut le continuer, il faut qu'il y ait d'autres mécanismes de prise en charge, par exemple, mettre en place des tribunaux spécialisés, unifier spécialisés sur les violences faites aux femmes, unifier les données qui nous sont données par les différents intervenants. Alors, tribunaux spécialisés, on a mis en place, bien sûr, on va mettre en place plutôt des tribunaux spécialisés dans le commerce. Il faudrait peut-être envisager cet aspect. Il faut rouvrir ce débat au niveau du ministère de la Justice, puisque vous avez dit la volonté aujourd'hui, elle est affichée. Elle est au niveau de la Constitution, puisqu'elle consacre aujourd'hui l'égalité entre les hommes et les femmes, et aussi la parité pour l'accès aux postes de responsabilité, et protéger bien sûr les femmes contre toute forme de violence, parce que la violence, elle est multiforme, même l'harcèlement de rue. C'est une forme de violence. Mais bien sûr, c'est une violence, c'est pas une sorte de violence. Mais ça fait partie des types de violences que le Code pénal a criminalisé. L'harcèlement au milieu professionnel. Je vais vous les redire. Il y a la violence conjugale, il y a la violence domestique, il y a le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel. Mais ce qui est important, ce qui a été aussi introduit, et de nouveau, oui, c'est le harcèlement de rue, mais aussi la violence économique. N'oubliez pas que lorsqu'on dépossède la femme de son salaire, c'est une violence. D'ailleurs, dans l'enquête, il y a 4% de femmes qui nous disent « on est dépossédé de notre salaire avec violence ». Regardez, on use de la violence pour déposséder la femme de ses biens et de ses revenus. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit « Comment expliquer l'existence de lois contradictoires à l'esprit de la Constitution qui prohibe toute forme de discrimination ?» Il faut se mettre en conformité, il faut ouvrir ce débat. Absolument, mais le débat a déjà été ouvert depuis l'adoption du Code de la famille, parce que le Code de la famille, sa source, je vous le dis, c'est le droit musulman, où l'égalité n'est pas comprise selon une valeur universelle qui est l'égalité qui est dans notre Constitution, elle est comprise selon les constantes et les valeurs. Alors rapidement aussi sur la question de l'auditeur, comment expliquer la chute brutale de la représentation des femmes à la PN, autour de 20%, dès que l'obligation de quota est supprimée, même si parfois on a tendance à penser que le quota est subjectif. Non, encore une fois, je vous le répète, la Constitution est là pour nous dire, et elle nous dit, pour améliorer la présence des femmes en politique, il faut des mesures. Et les mesures dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les mesures temporaires que prévoit la CEDAW. Nous l'avons fait en 2012 en mettant en place le quota. On l'a supprimé en 2021 par la parité. Or, c'est des notions et c'est des valeurs qui, pour arriver à la parité, nous devons d'abord construire l'égalité. Et pour construire l'égalité, il faut le quota. Donc, il faut qu'on revienne au quota et à la loi de 2012. Alors, je voudrais aborder aussi avec vous cette question de l'auditeur qui vous dit « La parité est une exigence opposée au principe d'égalité. On ne peut pas imposer un nombre de femmes sans tenir compte, bien sûr, du mérite, de la capacité et, bien sûr, de la compétence. » C'est le même principe pour les hommes aussi. Oui, hein. Oui, absolument. C'est valable pour les hommes. Non, je crois qu'il faut être réaliste et pragmatique. On est dans une société où on est dans une société où on a 17% de femmes qui travaillent. On fait du surplace pour ça, alors qu'elles sont plus nombreuses à l'université. Il y a un déséquilibre quelque part. C'est vrai, lorsqu'on parle de parité sur le marché du travail, il faut qu'il y ait des offres d'emploi. Il faut qu'il y ait des postes. Or là, nous ne sommes même pas dans cet aspect-là. Nous sommes sur la parité au niveau des postes de décision. Et les postes de décision, les femmes sont aussi compétentes que les hommes. Donc je ne vois pas pourquoi elles ne pourraient pas être de manière paritaire dans les comités d'entreprise. Et les postes de responsabilité. Absolument. Les hauts postes de responsabilité. Maître Nadia Aïdzaï, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup.